Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence ainsi que les organisateurs de cette journée pour leur invitation. Je m'appelle Christophe Pagnou, j'habite à Bouz depuis maintenant une quinzaine d'années et je me suis lancé pour la première fois cette année dans l'aquaponie. Alors je ne suis absolument pas professionnel du domaine, je n'ai rien à vendre, je suis un simple particulier qui vous fait aujourd'hui un retour d'expérience sur une activité ludique que je pense être accessible à tous. Alors qu'est-ce que l'aquaponie ? Donc à ne surtout pas confondre avec la pratique du poney en milieu aquatique, à savoir l'aquaponey. Il existe d'ailleurs une fédération française d'aquaponey, une équipe de France d'aquaponey. Donc non, moi je vais vous parler d'aquaponie, à savoir l'élevage de poissons associé à la culture de légumes. Le principe est assez simple, les poissons rejettent dans l'eau de l'ammoniac et des déjections solides qui vont être transformés par les micro-organismes via des processus qu'on appelle la nitrification et la minéralisation en des formes solubles assimilables par les plantes. Les plantes vont alors purifier l'eau qui va ensuite pouvoir retourner aux poissons. On est donc dans un système fermé où les seuls intrants seront les aliments donnés aux poissons. Les poissons vont grossir, les fruits et les légumes vont se développer et l'un comme l'autre pourront éventuellement être prélevés et consommés. L'aquaponie est donc une pratique culturelle singulière qui associe donc élevage des poissons et culture maraîchère. L'aquaponie rentre donc dans la catégorie des cultures hydro hors sol, dont les cultures sans terre où les plantes vont pouvoir pousser sur ou dans des substrats solides au travers desquels l'eau va pouvoir circuler. Vous avez quelques exemples de substrats sur cette diapositive, donc des billes d'argile, une roche volcanique qu'on appelle du pouzzolane, ou de simples graviers roulés, ou même encore du sable. Il est également possible d'utiliser d'autres systèmes, comme des radeaux flottants que vous pouvez visualiser sur cette diapo, des systèmes de gouttières, ou même encore de simples seaux équipés de systèmes de goutte à goutte. Alors la culture de l'eau n'est pas une pratique complètement nouvelle, puisqu'il y a environ 1000 ans, les Aztèques la pratiquaient déjà pour subvenir aux besoins de leur capitale, qui était construite sur une île au beau milieu d'un lac. Ils utilisaient donc des chinampas, des sortes d'îlots artificiels faits de roseaux, de joncs et de boue, pour faire pousser les plantes. Alors pourquoi l'aquaponie et plus particulièrement la culture hors sol ? Les raisons sont multiples et je vais en évoquer quelques-unes. La première étant liée principalement aux contraintes du terrain. Lorsqu'on a par exemple une terre de mauvaise qualité ou polluée, mais également lorsqu'on a un espace réduit pour cultiver, ou même encore des problématiques liées au soubassement pour des cultures sur les terrasses, des balcons ou même sur le toit des immeubles. Donc la deuxième contrainte, elle, est plutôt liée au manque de temps, ou plutôt bien souvent d'envie. Donc les personnes aujourd'hui qui prennent du plaisir à bêcher, désherber et arroser leur jardin, en plus de leurs activités quotidiennes, restent tout de même une minorité. Le troisième point concerne les contraintes posturales, puisque le travail en pleine terre s'exécute le plus souvent dans des positions relativement inconfortables. Mais encore, en ce qui concerne les cultures hydro hors sol, on a également un gain de productivité indéniable par rapport aux cultures en pleine terre. Les plantes ont en effet les nutriments à disposition et en continu, et vont par conséquent allouer moins d'énergie au développement de leurs racines et davantage à leur croissance et à leur reproduction. Donc à produire finalement plus de feuilles et plus de fruits. Un autre avantage est qu'en l'absence de concurrence pour les nutriments au niveau des racines, les plantes pourront être plantées beaucoup plus serrées, et on pourra donc cultiver plus de plantes au mètre carré. Autre avantage, c'est la réduction des nuisibles et des maladies qui peuvent ravager vos cultures. Donc effectivement, la terre contient beaucoup de micro-organismes potentiellement pathogènes pour vos plantes, ainsi que de nombreuses larves qui vont se nourrir de vos plantations. Quant aux limaces et aux mauvaises herbes, enfin je dois plutôt dire des plantes non désirées pour nos jardins, il est beaucoup plus facile de les contrôler en hors-sol qu'en pleine terre. Autre avantage, l'économie d'eau. On économise de l'eau d'abord sur l'arrosage. En effet, en pleine terre, une bonne partie de l'eau qu'on amène aux plantes va percoler et aller dans des zones qui vont être non accessibles pour les racines. L'eau peut également s'évaporer. C'est donc de l'eau perdue pour nos cultures. En hors-sol hydro, l'eau est recircularisée et la perte est donc fortement réduite. On économise également de l'eau lorsqu'on lave les légumes, puisque ceux-ci ne sont pas souillés par la terre. Dans les cultures hydro hors sol, on va retrouver trois grandes catégories. La première étant l'hydroponie. Le principe est très simple, on va rajouter des engrais chimiques dans de l'eau pour faire pousser nos plantes. C'est ce qui est principalement utilisé à grande échelle pour la culture des salades, des tomates, des fraises vendues aujourd'hui dans les supermarchés. On trouve également la bioponie. Dans ce cas, les engrais chimiques sont remplacés par des fertilisants organiques. Ces engrais sont amenés dans l'eau sous forme de purin ou de jus réalisés à base de différentes plantes. Et en troisième position, on va donc retrouver l'aquaponie, qui se démocratise fortement depuis une dizaine d'années maintenant. C'est donc, vous l'aurez compris, le sujet de cette présentation aujourd'hui. Alors chaque technique a ses avantages et ses inconvénients, mais ce qu'il en ressort en priorité, de gauche à droite, c'est l'amélioration des qualités organoleptiques et nutritionnelles des légumes et des fruits récoltés, en raison de la présence dans l'eau d'une diversité importante de nutriments et d'un apport continu aux cultures. En contrepartie, bien sûr, on va avoir une complexification du système, puisqu'il faudra gérer l'alimentation et la croissance des poissons.
poissons qui pourront ensuite être rentabilisés, notamment par leur vente ou leur consommation. Le système aquaponique le plus basique est relativement simple, il est composé d'une zone poisson équipée d'un système d'oxygénation, c'est la base, une pompe qui va permettre d'amener l'eau au bac de culture, et d'un système de filtration qui permettra de retenir les déchets solides les plus grossiers. Le dimensionnement du système peut être très variable, pouvant aller de moins d'1 mètre carré, un simple aquarium par exemple avec des plantes au-dessus, à plusieurs centaines de mètres carrés. Vous avez ici quelques exemples de systèmes disposés sur des terrasses, sur les toits d'immeubles. Donc on utilise d'ailleurs parfois le terme d'agriculture urbaine pour les cultures hydro-hors-sol. Alors quels sont les poissons les plus communément élevés dans ces systèmes? Alors des poissons carnassiers de bonne qualité gustative, comme par exemple la truite, le sandre, la perche ou même le black bass. Des poissons comme le silure, le poisson-chat, ou même encore un hybride du bar, capable de croître en eau douce. On peut également élever des poissons omnivores comme la carpe, le tilapia, couramment utilisé notamment dans les dom-toms, ou d'autres poissons qui n'ont pas vocation à être consommés, comme par exemple carpe koi, poisson rouge ou même l'esturgeon. Certains aquaponistes élèvent également donc des écrevisses, ou même encore des crevettes. Les possibilités sont donc multiples. Alors, quelques mots concernant les intrants, à savoir donc les aliments qui vont être donnés aux poissons. Dans les systèmes de très grand dimensionnement, ça va être principalement l'utilisation de granulés de pisciculture. À l'échelle familiale, on utilisera préférentiellement des aliments comme des vers de compost, des vers de farine, qui se nourrissent du vieux pain rassis que vous n'avez pas consommé. On peut également nourrir les poissons avec des restes non consommés qu'on ne peut pas composter. Un morceau de viande par exemple que vous avez oublié dans le fond du frigo, des têtes de crevettes, etc. Pour les poissons omnivores, on peut également produire quelques cultures dédiées, comme par exemple ici la lentille d'eau, ou bien par simplicité, on peut également acheter des insectes. Donc l'industrie de l'élevage d'insectes aujourd'hui se démocratise depuis quelques années, et puisque nous ne sommes pour l'instant pas prêts à les consommer, on peut toujours les donner à nos poissons. Alors je vous disais, l'idée de cette présentation aujourd'hui est avant tout de vous faire part de mon retour d'expérience en aquaponie. Alors somme toute assez récente, puisque je me suis lancé en février de cette année dans la construction d'une serre aquaponique. Vous voyez quelques photos ici, vous voyez en haut à droite le système simplifié, avec au premier plan donc la cuve de 1000 litres dans laquelle vont se trouver les poissons, puis derrière, légèrement en contrebas, les bacs qui vont pouvoir recevoir les substrats solides et les plantes. Alors il y a des systèmes similaires à gauche et à droite dans la serre aquaponique. Alors vous avez ici sur ces photos les bacs de culture récemment plantés, et ici donc les mêmes photos prises au même endroit, un peu plus de 2 mois et 10 jours donc après plantation. Donc vous voyez la croissance assez forte donc des différentes plantes. Alors je ne l'ai pas précisé, en aquaponie on peut cultiver quasiment toutes les plantes. Alors seules les plantes tubercules sont un peu compliquées, notamment les pommes de terre, mais pour le reste ça pousse très bien, hein. Courgettes, blettes, des salades, du basilic, des tomates, des concombres, des choux, etc. Alors ici quelques photos supplémentaires, des choux-fleurs, des poivrons, à nouveau des salades. Donc certaines salades font plus de 50 cm de diamètre, donc une très forte croissance. Alors bien sûr l'idée de cette présentation n'est pas de vous assommer avec des photos de légumes, juste vous montrer que ça marche, et ça marche même très bien. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à visionner les vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube assez récemment, qui vous permettront de voir un petit peu l'évolution du système. Alors, quelques photos également de ceux qui font finalement tout le boulot dans le système, alors c'est l'occasion de les mettre à l'honneur. Alors personnellement dans mon système j'ai principalement des perches, une centaine de perches actuellement, une dizaine de petits silures, des carpe koi. Et puis on trouve également pas mal de libellules, de larves de libellules, des escargots, donc ici des planormes, qui sont intéressants puisqu'ils vont réguler le développement des algues sur les surfaces des bassins, des gamards, donc des petits crustacés, des microcrustacés qui vont se nourrir donc, de déjection des poissons, des vers dans les substrats solides qui vont consommer les racines restantes lorsqu'on a prélevé nos plantes, ou éventuellement des feuilles tombées dans les bacs. Et puis récemment on a retrouvé dans les bassins donc, des larves de trichoptères, qu'on appelle plus communément des larves porte-bois. Donc ces larves sont connues pour être de très bons indicateurs de la qualité de l'eau. Et à ma grande surprise aussi, on a trouvé donc un certain nombre de petits poissons. Donc il y a eu la reproduction, donc des petites carpes, une dizaine de petites carpes. Donc des poissons qui se nourrissent, qui grossissent et qui se reproduisent, c'est des poissons en bonne santé. Alors l'aquaponie, une pratique éco-responsable? Question. Alors oui, on peut considérer que c'est le cas à plusieurs niveaux. Le premier, j'en ai déjà parlé, ça va être l'économie d'eau. Le second, ça va être la production de fruits et de légumes en l'absence totale d'engrais et de produits phytosanitaires. Donc effectivement, si vous introduisez ces substances dans vos systèmes, vous faites courir un risque à vos poissons ainsi qu'aux autres organismes et micro-organismes qui vont dégrader les matières organiques et les transformer vont transformer les déchets des poissons en des nutriments assimilables par les plantes.
Troisième point, la production de proximité, donc effectivement dans ce cas-là, directement du producteur au consommateur. Quatrième point, la possibilité de produire son propre poisson et surtout de produire du poisson propre de qualité. Donc ces dernières années, effectivement, la contamination des poissons que nous consommons par les métaux lourds, les PCB, les microplastiques ont fait couler beaucoup d'encre. Et de plus, aujourd'hui en France, on consomme approximativement 25 kg de poissons par an et par habitant. Il existe deux grandes filières. La première, c'est évidemment la pêche. Et on sait aujourd'hui qu'on ne pourra pas continuer à piller les océans comme on le fait actuellement, puisque on consomme finalement plus que ce que la mer est capable de produire. Et l'ONU estime que d'ici 2050, on aura complètement épuisé nos ressources. La deuxième grande filière, c'est l'élevage. Donc élevage de saumon, du bar, de dorade, etc. Et là, la problématique est plutôt liée à la pollution de l'environnement par la déjection des poissons et par la nourriture également non consommée qui va tomber au fond. Donc la grande concentration de poissons sur une surface réduite va provoquer un dérèglement local de l'écosystème pouvant conduire à la prolifération d'algues et un phénomène qu'on appelle l'eutrophisation. Dans les cas les plus graves, les écosystèmes se retrouvent asphyxiés par toutes ces algues qui vont croître, mourir et se décomposer, ce qui va induire la disparition de certaines espèces sensibles dans les milieux aquatiques. Le développement de toutes ces algues peut bien évidemment avoir également un fort impact sur nos activités récréatives et on peut également avoir des blooms de cyanobactéries et par conséquent un risque accru d'intoxination, donc les cyanobactéries étant connues pour être capables de produire des toxines. Donc dernier point, l'aspect pédagogique, puisque finalement comprendre les sciences de la vie, la chimie de l'eau, les interactions entre les différents organismes, et éveiller l'esprit de nos enfants sur ces aspects, c'est aussi finalement mieux protéger notre environnement. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que dans quelques jours débutera la fête de la science en région Grand Est, et avec une multitude d'ateliers et de conférences dédiés sur les sciences de l'environnement notamment. Alors, vous avez quelques exemples ici, sur par exemple l'importance de la biodiversité, sur les poissons, les champignons, les coraux, etc. Donc vous avez, si ça vous intéresse, le lien ici vers le site web qui vous présentera ces différents ateliers, ces différentes conférences. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette petite présentation vous a plu. Donc j'espère vous avoir appris des choses sur l'aquaponie et sur la possibilité de faire ses propres cultures et son propre poisson à la maison. Merci.